Bonjour à tous, Bassin Chanel va vous présenter aujourd'hui dans la série Comme un air d'opéra une émission spécifique pour le grand ténor Tony Poncet. Alors Bassin Chanel s'est déplacé pour rencontrer la famille de Tony Poncet, son épouse, sa fille. Nous sommes allés donc jusqu'à Bordeaux pour rencontrer donc la vie de ce grand ténor avec des photos, des costumes qu'on a pu voir. La fille de Tony Poncet a fait également un livre, donc on a pu bien sûr puiser des renseignements précieux sur cet ouvrage. Et Rod a fait comme d'habitude un travail très sérieux, on peut lui faire confiance, sur la vie de Tony Poncet, dont nous allons découvrir les tenants, les aboutissants et surtout les rebondissements d'une vie haute en couleurs et riche en événements. Rod, je te laisse la parole. Eh bien, bonjour à tous, je te remercie Christiane. Effectivement, nous avons eu la chance de rencontrer la famille de Tony Poncet récemment. Tony Poncet, de son vrai nom Antoine Poncet, et dit Tony Poncet, né en 1918, décédé en 1979, il y a bientôt 40 ans. Aujourd'hui, nous allons évoquer la carrière de l'un des monuments de l'art lyrique de la seconde moitié du XXe siècle. Le ténor Tony Poncet, né Antonio José Ponce Miron, le jeudi 26 décembre 1918 à Marilla, au nord d'Almeria, en Espagne, province d'Andalousie. Il est décédé à Libourne, en Gironde, le mardi 13 novembre 1979. Tony Poncet fut l'un des rares forts ténors dramatiques, forts ténors ou ténors nobles, également qualifiés de ténor central. Ténor héroïque, c'était un des seuls ténors à ressusciter un répertoire abandonné depuis longtemps, faute de voix capable de l'interpréter dans le ton, Do2, Do4 pour les spécialistes. Je pense à Othello, Paillasse, Arnold, Éléazar, des rôles très lourds. Il s'inscrit dans la rare lignée des Tamagno, Affre, Escalaïs, des ténors immenses aux voix de cathédrale, aux aigus surpuissants dépassant les 130 à 140 décibels à 1 mètre, véritables phénomènes qui ont inspiré certaines œuvres à des compositeurs séduits par cette rare puissance chez les ténors. Ces ténors miraculeux rappelaient la gloire des Moury et Dupré. Nos informations seront puisées notamment à la source d'une monographie éditée par sa fille, Madame Mathilde Poncet, que Bassin Chanel a rencontré en compagnie de sa mère, l'épouse du regretté chanteur. Mathilde Poncet a rédigé un mémoire de maîtrise en 1995 dont est tiré son ouvrage paru chez L'Harmattan en 2010. Celle-ci a depuis donné de nombreuses conférences sur ce thème. Alors Rod, tu vas nous présenter Tony Poncet, mais avant, il y a un terme que j'aimerais bien que tu développes, c'est-à-dire les forts ténors. C'est un terme que tu as employé, mais pour une fois, j'aimerais bien qu'on explique un peu les différences des voix. Bien, je vais essayer de vous parler des ténors. Le terme ténor vient du latin, du verbe tenere, teneris, tenir la note. Mais on pourra me dire que d'autres catégories de chanteurs, ayant des tessitures différentes, tiennent aussi la note. Certes, mais le ténor la tient si bien, la note. Les anciennes classifications vocales, qui ne sont pas toutes d'accord entre elles, et en l'absence bien sûr d'enregistrement, il nous est difficile de vérifier. Ces classifications utilisaient le terme de taille pour classer les voix d'hommes. Pour désigner la voix d'homme la plus répandue, c'est le terme taille ou taille naturelle ou haute taille qui fut choisi. Cela correspond actuellement à la voix de l'homme la plus fréquente, c'est-à-dire une voix de baryton, voire de baryténor. En dessous, dans un registre plus grave, plus rare, la basse taille, soit le baryton basse ou bien l'actuelle basse chantante. Enfin, pour qualifier à l'époque la voix la plus haute des tailles,
le terme de haute contre était utilisé, soit l'équivalent de l'actuelle dénomination de ténor, qui paraît prendre une réelle signification au XVIIe siècle. L'émission des hautes notes se faisait en voix de tête. On peut situer raisonnablement les débuts d'une classification dite moderne, à laquelle le répertoire lyrique n'est pas étranger, à la fin du XVIIIe siècle. Tout ceci, vous en conviendrez, n'est guère scientifique. Dès que l'on évoque les ténors, ténor, trésor, toujours en l'absence de disque, je rappelle que les premiers enregistrements ont été réalisés par Thomas Edison en 1878 sur un brevet déposé par le français Charles Cros en 1877. De même, en se basant sur des témoignages écrits, l'ensemble des ouvrages cite la dynastie des Nourri, N-O-U-2-R-I-T, les Nourri, père et fils, gardiens de la tradition, des traditions des XVIIe et XVIIIe siècles. Louis Nourri, né en 1780, paraît avoir régné sur l'Opéra de Paris en qualité de ténor, voix de tête. C'était un grand ami de Rossini. Règne sans partage de Louis Nourri dans un premier temps tout au long du XIXe siècle. Donc pas d'enregistrement. Son fils Adolphe, 1802-1839, assura la relève. Cette belle légende fut contrariée par l'apparition sur la scène de Gilbert Louis Dupré, né en 1806, décédé en 1896. Voilà un ténor qui a eu une longue vie. Dupré, qui toujours selon les écrits, inventa la voix de poitrine, permettant d'émettre des notes, disons équivalentes, mais beaucoup plus puissantes, spectaculaires, le fameux ut de poitrine. On parla aussi de la technique nouvelle de la voix sombrée. Ayant assisté à une conversation entre deux spécialistes, une petite anecdote, au sujet du même chanteur concernant sa technique, notamment celle dite du fameux passage de voix, leurs avis étaient parfaitement contradictoires. Depuis, je reconnais avoir pris du recul, préférant profiter du chanteur plutôt que de sa technique. Bref, la technique de lutte de poitrine correspond cependant bien à une nouveauté à cette époque. Lutte de poitrine, non pas le passage de voix, on est bien d'accord. Il s'agit dès lors d'une révolution, d'une nouvelle école, d'une ère nouvelle pour les apprentis ténors qui vont s'engouffrer dans cette technique. Nourri se suicidera, ne supportant pas cette évolution qui le chasse poliment, mais sûrement des scènes où son art appartient déjà au passé. La brèche, la voie est désormais ouverte grâce à cette technique de chant pour une nouvelle génération de ténors, dont de rares forts ténors, dont nous allons évoquer la carrière au travers d'enregistrements. Avec les précautions et réserves d'usage, les enregistrements acoustiques de 1890, 1910, 1920 sont sujets à caution, mais donnent une idée des artistes. Pour s'en convaincre, il suffit d'écouter le même artiste, dans le même air, enregistré en acoustique en 1915, puis en 1925 en électrique. Quand je dis écouter en acoustique, il convient d'écouter le disque dit de cire, un 78 tours, sur un phonographe d'époque avec une aiguille neuve, ou un saphir selon le procédé initial d'enregistrement et donc de fabrication du disque. Ne riez pas, les phonos trônaient encore dans les salons au début des années 1950. Et le premier enregistrement des Beatles, petite anecdote, le fut sur un 78 tours électrique, certes. Ce 78 tours est à vendre quelques dizaines de milliers de livres actuellement. À l'écoute, dans de bonnes conditions, la surprise sera totale, mais bien difficile à réaliser à notre époque. Nota, dernière anecdote, beaucoup d'enregistrements acoustiques des années 1910-1920, avec souvent un simple accompagnement de piano, ont été nettoyés techniquement, rajeunis depuis, retirant la bande son du piano,
faisant disparaître, mutilant au passage les harmoniques du chanteur pour y plaquer une bande son électrique d'orchestre. Alors, merci Rod pour toutes ces précisions. Est-ce que tu as préparé des enregistrements de l'époque pour étayer ton explication? Eh bien oui, Christiane, je t'ai préparé, je te rassure, des enregistrements. Voici une sélection d'artistes de la fin du 19e siècle, début 20e siècle, qui ont été qualifiés de forts ténors. Donc ce sont les tout premiers enregistrements que vous allez pouvoir découvrir. Nous écouterons successivement messieurs Tamagno, Affre, Escalaïs et Vezzani. Anecdote. Certains artistes n'ont jamais voulu enregistrer malgré les incitations financières. Et certains artistes ont fait carrière uniquement ou presque grâce au disque. Non, je ne donnerai pas de nom. Tant pis. Francesco Tamagno, italien, 1850-1905, qui créa le rôle d'Othello de Verdi en 1887. Jolie carte de visite, vous en conviendrez. Puis nous allons écouter Agustarello Affre, un Français né en 1858, décédé en 1931. On va l'entendre dans Faust, Guillaume Tell, etc. Il annonce d'ailleurs, vous verrez sa chanson en disant disque Odéon. Il avait un air de ressemblance que vous pouvez voir sur les photos avec Tamagno, que nous avons entendu avant. Guillaume Tell, chanté par Monsieur Affre de l'Opéra, disque Odéon.
Alors là, un petit peu plus près de nous, hein, bien qu'il soit né en 1859, nous allons entendre, plus connu, je dirais, moins illustre peut-être que Tamagno, mais beaucoup plus connu, Monsieur Léon Escalaïs, né donc en 1859 et décédé en 1940, un Français. Lui, grâce aux enregistrements, a vraiment été qualifié d'un des rois du contrut. Vous allez voir. Hier encore, ton abri tutélaire, auprès d'un père à mon amour, j'appelle en vain douleur amère, j'appelle en vain douleur amère, j'appelle, il n'entend plus ma voix, j'appelle, il n'entend plus ma voix. Mère chérie, quand disait mon père, je viens vous voir pour la dernière fois. Je viens vous voir, je viens vous voir pour la dernière fois. Quand il est héréditaire, pour mes yeux s'ouvrir toujours. Mère chérie, ta vie mon père, je viens vous voir pour la dernière fois. Je viens vous voir, je viens vous voir pour la dernière, pour la dernière fois. Barbare, affreux, délire, hélas, sur le sang j'expire. Oui, on dit aux gens, pourquoi? Suffit sa femme, qui la réclame. Horrible flamme, agrandissant, prête à l'atteindre, sans rien craindre. Je veux les cèdre avec leur sang, ma pauvre mère, aux peines amères. Oh Dieu, j'espère trop souffrir. Ma mère appelle, sans rien craindre. Je dois près d'elle, pour mourir. Sauvez ma mère ou bien périr. Sauvez ma mère. Sauvez ma mère ou bien
Et pour terminer cette petite sélection des meilleurs, entre guillemets, forts ténors du début du XXe, nous allons écouter le célèbre César Vezzani, dit le Merle Blanc, 1888-1951, un Français né à Bastia. Un très joli documentaire a été réalisé sur sa carrière, commenté par des pointures, des critiques spécialistes du lyrique reconnus. Ses restes mortels ont été transférés récemment dans une nouvelle tombe. Sa carrière, son tempérament ne sont pas sans rappeler ceux de Tony Poncet. Après avoir écouté ces monstres de la scène lyrique, il est facile de comprendre la difficulté pour un ténor de leur succéder. C'est pourtant le défi que releva avec panache et majesté Tony Poncet durant une vingtaine d'années, de 1955 à 1975, ressuscitant la gloire de ses aînés. Tony, à toi. Ton abri, tu te
feu. Douleur la mer, j'appelle la mer. Douleur la mer, j'appelle, il n'a tapé ma voix. J'appelle, il n'a tapé ma voix. Je viens vous voir pour la dernière fois. Voici l'héréditaire où mes yeux s'ouvrirent toujours. Mille chéris, habitez mon père, je viens vous voir pour la dernière fois. Je viens vous voir pour la dernière, pour la dernière. Pour la dernière fois. Vengeance! Vengeance! Quel espoir! J'entends des cris d'armes. Vengeance! Vengeance! Amis, secondez ma vengeance. Si notre chef est dans les fers, c'est à nous appartient sa défense. D'accord, les chemins sont ouverts. D'accord, les chemins sont ouverts. Suivez-moi, suivez-moi. D'un monstre perfide, bon d'espérance homicide, bon d'espérance homicide. Arrachant Guyane à ses courses, arrachant Guyane à ses courses.
Merci Rod pour cette illustration sonore. Effectivement, maintenant on a tout compris sur les forts ténors. Et tu vas peut-être nous parler de Tony Poncet maintenant. Effectivement, je vais revenir donc à la vie de Tony Poncet. Dans les années 20, la France comptait 39 millions d'habitants, dont déjà plus de 300 000 Espagnols ayant fui les difficiles conditions de vie de leur pays d'origine, notamment sur le plan économique. L'Espagne comptait 20 millions d'habitants. La famille Poncet, P-O-N-C-E, la famille Poncet, le clan d'Almeria ne fait pas exception et n'hésite pas à traverser du sud au nord toute l'Espagne pour rejoindre dès 1922 les Pyrénées, côté français, puis définitivement en 1924 la ville de Bagnères de Bigorre. Je rappelle que Tony est né en 1918. Donc Bagnères de Bigorre dans le 65 Hautes-Pyrénées. Cette famille rejoint une petite communauté d'immigrés espagnols dans le quartier dit du Puey, à l'issue de différents déménagements. Antoine, futur Tony Poncet, est un garçon débrouillard, vif, qui s'intègre sans difficulté à ce milieu, n'en ayant pas réellement connu d'autres. Son tempérament ouvert lui permet de développer des qualités relationnelles appréciées des adultes qu'il adopte au gré des petits boulots et services, la mécanique, que le jeune Poncet effectue. L'école, à cette époque d'après-guerre, 14-18, n'étant pas une priorité très rigide. Il faut aider les parents à gagner son morceau de pain et de fromage, si possible en ramener un peu pour le clan. Ne pas être une charge trop longtemps. C'est dans cette ambiance bohème, solidaire et quasi insouciante malgré la difficulté de survivre, que le jeune Antoine, devenu adolescent, découvre la musique, le chant, sous différentes formes populaires, baignant dans les mélodies de sa terre natale, accompagnées de guitares andalouses. Personne, à ce moment précis, ne peut se douter de l'avenir de ce garçon si sympathique et dévoué. Nous allons écouter maintenant un disque Adios Granada, puis Aïe Aïe Aïe. Adiós Granada, Granada mía. Y adiós Granada, Granada mía. Ya no volveré a verte, de reposo y el cuerpo de mi morena. Dopo la campana
Voilà, donc deux très beaux airs célèbres qui nous montrent la nostalgie de Tony Poncet. Je reviens donc à la jeunesse d'Antoine. Il pratique le sport, hein, c'est un costaud. Il pratique le rugby, la pelote et le schiste-terrain. Tony Poncet, Antoine Poncet, a la chance de côtoyer à Bagnères des chanteurs et des amateurs d'opéra et d'opérette, dont Louis Marcellin Duclos, 1879-1969, baryton issu des chanteurs montagnards, qui fit carrière à l'opéra et qu'il retrouvera à la Libération. Cette formation initiale, créée par Alfred Roland, 1797-1874, il y a un très joli site sur internet qui lui est dédié, cette formation initiale des montagnards, chanteurs, effectuera de nombreuses tournées en et en dehors de l'Europe depuis sa création en 1832, jusqu'à sa dissolution, puis renaissance. Les 40 montagnards chanteurs de Bagnères, célébrissimes. Antoine Poncet sera enrôlé dans ce chœur de réputation affirmée entre 1933 et 1939, tant sa voix prometteuse de jeune ténor fait forte impression à ces chanteurs aguerris, à l'image des chœurs russes. C'est Marcel Dubos, notamment, qui prendra la relève de ce chœur, dispersé et tombé dans un relatif oubli après le conflit de 14-18 et différentes péripéties. Le passage des montagnards chanteurs en tournée dans toute la France est avéré, et même à Arcachon dès 1906. Cette vie de tournée a sans aucun doute donné naissance à une vocation future chez le jeune Antoine Poncet, qui, par ailleurs, pour l'anecdote, séjournera à plusieurs reprises sur Arcachon dans les années 60-70 à titre privé. Il aura l'occasion d'assurer un concert à titre amical au Casino de la Plage.
Il donnera une représentation plus officielle en 1968, mais nous parlerons de ça dans la seconde émission. Le casino de Bagnères de Bigorre est aussi un haut lieu de l'art lyrique. Vous voyez défiler une iconographie de ce casino. Le casino fascine le jeune Poncet. Cependant, personne ne prend réellement conscience du potentiel d'Antoine au point de l'orienter avant-guerre sur un conservatoire. C'est une période d'observation, de gestation déterminante qui va doucement mûrir dans l'inconscient du futur artiste. Mais il n'avait que 20 ans en 1938, aussi sa voix n'était-elle sans doute pas encore totalement posée, développée. C'est cependant une chance que cette pépite en devenir, et à fort potentiel, ait pu bénéficier d'un environnement privilégié à Bagnères et s'exercer des années durant, et à pleine voix, sans microphone. J'ai retrouvé dans la revue mythique Pyrénées, bulletin Pyrénées de 1991, numéro 165 sur 166, un article rédigé par M. Jean-Pierre Thomas, grâce à l'érudition de M. Daniel Bajardi, qui analyse l'importance du chant dans les Pyrénées. Il évoque notamment différents artistes, mais il dit « Le plus célèbre d'entre tous fut Tony Poncet, qui débuta dans le groupe des chanteurs montagnards avec sa voix puissante, aux aigus ahurissants, qui devint le ténor héroïque le plus fameux de son temps. » De même, j'ai retrouvé par M. Cardoz, père, je dirais, un commentaire qui évoque toujours ses débuts dans le chœur des montagnards, ses études à Paris, ses débuts en 1953. Les débuts de Tony Poncet varient au gré des auteurs. Cardoz cite le concours des ténors de 1954 et il dit notamment: il fut le seul à son époque capable, grâce à la beauté, la facilité et la souplesse de son registre aigu, de restituer le répertoire de Nourri, de Dupré, avec les nuances exigées par les auteurs. Enfin, dans un ouvrage de référence de messieurs Gouret et Giraudot, dans le chapitre La dernière vague, c'est un ouvrage de 1980, il cite les débuts en 1957 de Tony Poncet, il recite le concours de Cannes de 1954, où d'ailleurs Alain Vanzo avait eu un prix, pas dans la même catégorie vocale. Il séduisit d'emblée les aficionados de l'opéra comique dans Paillasse, Cavalleria et Bohème. Il s'imposa en province comme l'un des successeurs d'Escalaïs et fit admirer sa quinte aiguë étonnante dans de mémorables reprises de Guillaume Tell. Fin de citation pour ces trois ouvrages. Cependant, le phénomène Poncet est certes lié d'abord à un miracle de la nature qui a bénéficié très tôt d'un environnement idéal, mais aussi par la suite, la maturité vocale étant venue, c'est le résultat d'un long apprentissage professionnel grâce à la volonté indéfectible du jeune homme. C'est cette conjonction de faits qui a sans doute permis l'envol du ténor vers des sphères quasi surnaturelles, là où personne ou presque n'avait jamais régné et déployé son chant. Alors que son avenir paraissait pouvoir prendre une direction naturelle. Encore une fois, le destin, prenant la forme d'une guerre mondiale, va quasiment suspendre une dizaine d'années la possible carrière du jeune homme dans les conditions que nous allons découvrir dans une seconde partie. Me brimer, comme te saigne, quand les sanglots m'étouffent, oh, je suis fou. Et pourtant, il faut si je n'en je suis paillasse. Pour paillasse, vado a peindre
rideau, il est au pays. Change grimace les sagrats de ton père. Un mot cocasse déguise ta fureur. J'avais sacrifié ma vie à ta jeunesse et j'avais confiance. Et puis quand Dieu m'aime à toi, mais non.